Quand on regarde le travail de Richard Long au rez-de-chaussée ici aux Tanneries, évidemment quand on remet dans le contexte même des premières œuvres, celle de 1967 à laquelle tu vas rendre hommage, A Lane Made by Walking, on est dans un contexte à la fois environnementalement très chargé. 67, c'est les premières marées noires un peu partout en Occident, etc. Et un travail alors qui ne laisse absolument rien paraître de toute cette charge et cette crise environnementale qui se dessine, de toute l'éco-anxiété qui est extrêmement importante en Occident tout au long des années 70 et 80 quand il crée ses œuvres. Et on a cet homme qui est à distance du monde et en même temps complètement dans le monde avec ses marches. Et aujourd'hui, toi tu marches, tu es complètement dans le monde, et tu es profondément engagé. Alors comment s'est structuré justement ce rapport à l'engagement, aux politiques, à la question environnementale dans ton travail, et qu'est-ce que tu cherchais à montrer ici en fait justement? Il y a eu un moment où je n'ai plus pu faire autrement. J'étais quelqu'un d'engagé dans la vie, on va dire, à côté de mon travail d'artiste. Je travaillais dans les ONG, voilà, j'étais plutôt chez Greenpeace, je faisais des actions. Et à un moment donné, ça m'a semblé évident qu'il fallait que ça rentre dans mon travail. Et ça, c'est rentré avec cette série que l'on voit dans la petite galerie qui s'appelle 14 secondes. En fait, je suis entrée dans rendre mon travail politique avec le nucléaire, avec cette première série de photographies et le film que l'on voit également dans la petite galerie, où j'ai fait le tour de France des sites nucléaires et ensuite le tour du monde aux États-Unis, à Fukushima, à Hiroshima, etc. Donc c'est vraiment avec le nucléaire que c'est entré. Je ne pouvais pas faire autrement parce que la question me débordait. Oui, voilà, en travaillant dans les ONG, tout ça a débordé et je me suis dit, il faut que je commence à politiser mon travail. Et c'est arrivé justement avec la création du personnage de Psyché, parce que Psyché a été créé pour pouvoir mettre une distance, pour pouvoir dire « elle » et ne pas dire « je », et c'est beaucoup plus facile de parler de sa colère en parlant à la troisième personne. Donc c'est comme ça que j'ai créé le personnage de Psyché, pour l'emmener sur ces sites toxiques, sur les sites nucléaires, pour ces films et cette série de photographies. Ça a commencé aussi par le fait que, il y a longtemps, j'ai commencé à me faire tatouer des papillons monarques sur le corps. Ces papillons monarques, bien après que j'ai commencé le projet, j'ai compris qu'ils étaient en voie de disparition. Je me suis sentie dépositaire d'une histoire. Et c'est ça qui m'a fait aussi adopter ce personnage de Psyché. C'est pas pour rien, Psyché. Psyché, c'est l'âme. Psyché, elle est représentée dans tous les musées du monde, soit sous la forme d'un papillon, soit avec des ailes de papillon, soit accompagnée de papillons. Donc ça me semblait légitime. Et elle m'aide à canaliser ma colère, elle m'aide à crier et elle m'aide à parler au public. Et le papillon monarque, il faut préciser que c'est une espèce qui effectue des migrations, enfin une migration absolument sensationnelle qui part du Mexique, du Haut-Mexique et qui va jusqu'au Canada, au sud du Canada, sur la côte est canadienne, et donc qui effectue un périple de milliers de kilomètres, une transhumance qui va chercher de quoi se reproduire, se nourrir au Canada pour retourner au Mexique. Enfin, c'est une nécessité, une trajectoire complètement folle et admirable. Et ce papillon-là, donc, qui t'a inspiré, est-ce que c'est lui aussi qui a fini par inspirer les marches? Est-ce que, parce que tu fais des marches là aussi insensées? Disons qu'on s'est inspiré l'un l'autre. Moi, j'ai toujours été une voyageuse avant de commencer à marcher de façon sérieuse, on va dire, à marcher pour mon travail. Le papillon monarque m'a intéressée parce qu'il était un voyageur. Mais ce qui m'a amenée à la marche, c'est plutôt... La marche, elle arrive au moment du Covid dans mon travail, en fait. Au moment où on a tous été enfermés chez nous. Moi, je suis quelqu'un je suis née dans la forêt. J'ai l'habitude d'être au pied des arbres, de vivre avec ça. Et ça m'a tellement manqué pendant le confinement. Et pour réussir à survivre pendant le confinement, ce que je faisais, c'est... que dans ma tête, chaque soir, je faisais une marche que j'ai faite des centaines de fois, que l'on voit dans une pièce dans l'expo qui s'appelle Marche pour l'Ukraine, qui est une marche sur les terres de mon enfance, et qui est marquée, enfin, les sentiers sont balisés par un drapeau aux couleurs de l'Ukraine. Et cette marche, je l'ai faite tous les soirs en m'endormant, pour tenir, en fait. Et la première fois, quand on était déconfinés, que j'ai refait cette marche, il y a eu un plaisir tellement extrême, une espèce de
jouissance physique et intellectuelle d'être enfin sur ces chemins, que je me suis dit, en fait, la vie est courte, la vie est belle, malgré tout ce qui se passe autour de moi, donc je veux avoir du plaisir dans mon travail, donc maintenant, mon travail, ça va être marcher. Et c'est là que le projet est arrivé, en fait. Le projet d'aller nulle part. Parce que je réfléchissais aussi à comment en finir avec ce personnage de Psyché, que j'ai abandonné pendant 15 ans sur des sites toxiques, des sites nucléaires, des lieux pollués, des lieux dont la toxicité est également psychologique. Et je me suis rendu compte pendant le confinement que je pouvais faire des photographies de lieux toxiques partout. Pendant le confinement, j'ai fait Bayer, j'ai fait Amazon, j'ai fait BFM. Je me disais, mais c'est sans fin, ça devient ridicule cette série. Donc il fallait la clore. Donc pour la clore, j'étais tellement en train de me dire, avec tout ce qui se passe, tout ce qu'on est en train de faire à la planète, on va nulle part. En tapant nulle part dans Google Earth, je me suis rendu compte que nulle part existait, que c'était en Oklahoma. Et je me suis dit, ben voilà, je vais y aller, et je vais y aller à pied. Je reviens à Richard Long, qui est aussi un marcheur, avec des protocoles, qui est un marcheur conceptuel, qui se donne des missions. Comment tu regardes, toi, justement, le travail de Richard Long, ses protocoles, à quel moment ça intervient dans ton parcours aussi, l'œuvre et l'influence de Richard Long? Cet hommage à Long, il est arrivé par le fait qu'il marche, bien sûr. Je trouvais ça fascinant, ces marches pour rien, justement, ces marches en solitaire, ces marches qui laissent des traces, que ces traces ne soient pas pérennes, qu'elles partent avec le vent. J'ai toujours trouvé ça très beau. Et cet hommage à Richard Long que l'on voit ici dans La Verrière, cette pièce qui a donné le titre à l'exposition complète, A Long Way, elle est arrivée en faisant des marches préparatoires, puisque moi j'ai jamais été sportive, je suis une marcheuse du dimanche, je fais de la randonnée comme tout le monde, on va dire. Mais quand j'ai décidé d'aller nulle part, c'était quand même quelque chose c'était assez énorme de faire 2800 km à pied une première fois, on n'y va pas directement, quoi. Donc il a fallu à la fois que je trouve mon matériel, que je trouve mon rythme, que je prépare mon corps. Donc effectivement, il y a eu une série de marches préparatoires. En commençant à marcher véritablement pour mon travail, ce qui m'a choquée, c'est à quel point il y a des déchets partout, à quel point on en met partout. Il y en a au bord de nos routes, il y en a dans les forêts, il y en a partout. Et dans mon quartier, ce qui m'a sauté aux yeux, c'était les objets noirs. Il y en avait beaucoup, donc j'ai commencé à les ramasser. Dans cette idée de faire un parallèle avec la ligne blanche de Richard Long, dont j'ai toujours été amoureuse, qui me fascine. Et je voulais lui faire un pendant actuel. Moi, je suis plus capable de marcher dans un endroit où je vois pas un déchet, ça n'existe plus, quel que soit l'endroit au monde où je suis. Il y a forcément une canette de soda ou des bouteilles d'eau ou un bout de machine à laver. Enfin voilà, il y a des choses partout. Donc je me suis dit que j'allais rendre hommage à Richard Long aujourd'hui et qu'à la place de ces pierres qui nous semblent être là pour l'éternité et là depuis l'éternité, eh bien moi j'allais faire une ligne noire avec des déchets noirs qui, eux, pareil, si on les laisse dans nos campagnes ou sous nos arbres, ils sont là également pour des milliers d'années et ils sont digérés par les animaux, ça les tue, etc. Enfin, c'est ce qui est en train de flinguer la planète, quoi. Donc, voilà, c'est comme ça que j'entre dans cette pièce. Enfin, c'est fou ce qu'on jette, c'est fou, c'est fou. Moi, j'arrête pas de me dire ça, que tout ce que je trouve, quoi, c'est assez dingue. Ça me renvoie aussi à Ruines, cet ensemble très attendrissant aussi de nids d'oiseaux que tu as ramassés au cours de tes marches et qui là aussi c'est un ensemble d'hommages aussi par rapport à ces constructions et ces architectures qui sont extraordinaires. Ce sont des nids trouvés au sol, oui, et que je montre. J'aime à dire que ce sont mes trésors, je dis qu'ils sont emballés comme des trésors d'enfance parce que c'est un geste que je faisais enfant quand je revenais de la forêt avec un nid, je demandais à ma mère une petite boîte et elle me trouvait un truc dans la cuisine et je mettais le nid dedans et j'étais hyper contente de refaire un nid au nid en fait, c'était mes petits trésors.
Et donc ici, effectivement, le titre « Ruines » au pluriel, ce sont les maisons abandonnées de ces oiseaux qui disparaissent en fait. Mais en même temps, dans cette exposition, ce qui est important, c'est que je suis quelqu'un au fond de profondément désenchanté. Mais ce qui m'intéresse de faire dans mon travail, c'est justement j'aime tellement la vie, j'aime tellement les autres, j'aime tellement le monde et je le trouve tellement beau que ce qui m'intéresse avec mon travail, c'est de réenchanter tout ça. C'est pas un travail complètement négatif, fermé. C'est quelque chose, justement, je fais très attention, c'est plein de couleurs, j'utilise des objets populaires. C'est pour vraiment l'idée de réenchanter le monde et je me dis que si j'arrivais au travers de mon travail à réenchanter les gens aussi, peut-être que le monde irait mieux. Très connement, je me dis ça en fait. Tu vas nulle part, tu vas au bout du monde. Alors le bout du monde où tu allais est en Bourgogne. Tu as marché dans la Vie, qui est une petite rivière tu as traversé la Vie, une petite rivière de Normandie. Tu fais cette longue ligne de capture d'écran, de film dans lequel le mot nulle part est utilisé. Il y a beaucoup de choses qui sont drôles et qui nous renvoient justement à qu'est-ce qui fait une toponymie, qu'est-ce qui fait un nom, qu'est-ce qui fait qu'on va focaliser tout d'un coup, ne repérer que certains mots. Et donc il y a un vrai amusement et une vraie poésie dans ta démarche. Aussi parce que tu es une grande lectrice. Et ce rapport à la littérature, ce rapport aux mots, il est omniprésent aussi dans ton travail. Et c'est pour ça que c'était important dans l'exposition pour toi, qui est aussi entre guillemets, ce coin hommage et ce coin lecture. Est-ce que tu peux nous parler du personnage principal de cette salle-là qui occupe justement cette partie de l'exposition? Ce personnage, c'est Bukowski, c'est Henk, c'est mon vieux Buck. Je suis tombée amoureuse de lui quand je suis rentrée dans ses livres, en fait. J'ai découvert sa littérature assez tard, j'avais une petite trentaine. Et je suis immédiatement tombée amoureuse de son écriture, à la fois de sa poésie, de ses nouvelles, de tout ce qu'il a fait. Ce qui m'a plu, c'est qu'il est capable de faire de la poésie avec des choses sales. Il est capable de parler d'un monde magnifique en parlant des gens de la rue, des prostituées, des poivreaux, qui l'étaient un peu aussi. Et ça m'a fascinée. Et il m'a fait découvrir l'Amérique autrement. Moi, je suis quelqu'un qui vient je me suis construit à la fois sur la littérature américaine, mais aussi sur les films américains, les blockbusters. J'ai du Easy Rider en tête, j'ai plein de choses, des westerns, etc. Et lui, il m'a montré que ça rappait un peu plus, quoi. Et que cette façon ça rappe, mais ça peut être beau aussi. Voilà. Et c'est ça qui m'a plu chez lui. Et effectivement, j'avais envie qu'il soit là dans cette exposition parce que c'est quelqu'un d'extrêmement important. Et ce que je trouve très beau, il y a beaucoup d'hommages aux gens disparus. On l'a parlé des cimetières, etc. Mais c'est son épitaphe que je trouve très belle aussi. Son épitaphe, c'est « Don't try ». « Don't try », n'essaye pas, dans le sens fonce, quoi. Faut jamais essayer, faut y aller, et puis tu verras bien ce qui arrivera, quoi. Et ça me plaît beaucoup. J'aime beaucoup les épitaphes, et celle-là, je crois que c'est ma préférée. Il y a beaucoup de figures masculines dans ton exposition, des figures de référence, mais il y a aussi une femme. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, il y a une petite pièce que je ne pensais pas mettre, et puis elle s'est imposée, et puis c'est Agnès Varda, quoi. Elle se pose là quand même, Madame Agnès, donc c'est la glaneuse qui est là, évidemment pour les glaneurs et la glaneuse, ça me semblait évident. Je lui ai rendu ce petit hommage à la base. Agnès Varda, je vais lui rendre visite très souvent. Je vais au pied de à son chevet. Il y a un petit banc à côté de sa tombe à Montparnasse. Et je m'étais dit, je vais lui faire une patate cœur germée comme elle les collectionnait, mais en céramique. Et j'irai la poser sur sa tombe. Et avant de la poser sur sa tombe, elle est ici. Voilà. À l'entrée de cette exposition, messieurs, dames, vous êtes accueillis par Werner. Et Werner,
C'est mon grand compagnon de voyage, hein. C'est celui qui écoute tous mes soliloques, mes colères, mes tristesses, mes joies, mes peurs, beaucoup mes peurs aussi. Et Werner, c'est mon chariot de randonnée, qui a fait toutes les marches avec moi, qui a traversé les États-Unis, que j'ai cherché longtemps, d'avoir quelque chose d'adapté à mon corps. Je commence à être une vieille dame, je ne peux plus porter de sac à dos, donc il fallait trouver quelque chose pour pouvoir marcher très longtemps avec du poids, puisque voilà. Donc à l'entrée de l'exposition, Werner est là, et c'est un objet qui me permet d'être en autonomie pendant ma marche, dans lequel il y a de quoi dormir, manger, recharger les batteries de mon téléphone qui me charge de GPS, mais aussi d'ordinateur pour écrire les textes, etc. Donc c'était important qu'il soit là, et il est fier d'être là, et je suis fière de vous le montrer. Il est beau, Werner. Comme je suis tout le temps seule pendant les marches, quand je prends des photos, comme quelqu'un prendrait en photo sa compagne ou son compagnon ou ses amis, moi je prends en photo Werner, quoi. C'est compliqué dans tous les sens, parce que aux États-Unis, quand j'arrivais dans des campings, on ne voulait pas de moi parce que j'avais pas un immense camping-car. Mais je faisais également peur aux gens parce que j'avais Werner et qu'on me prenait pour une homeless. Donc c'est compliqué un peu dans tous les sens, la marche aux États-Unis. Mais c'est ça, marcher aux États-Unis, c'est quand même un acte politique très fort, dans un pays très tourné de par son échelle, mais aussi de par sa culture, sur le transport automobile et sur le tout pétrole. Donc, est-ce que tu as dû faire face parfois à des comportements qui étaient agressifs, très négatifs sur le fait que tu marchais. En plus, tu es une femme qui marche, ce n'est pas rien non plus. Comment s'est fait aussi le contact? Parce que alors, si Richard Lang ne parle à personne quand il fait ses marches, toi, tu es connectée. Ça a été assez complexe parce que très honnêtement, je faisais peur aux gens. Parce que marcher, sauf marcher sur les chemins de randonnée des parcs nationaux, ce que je n'ai pas fait, puisque j'empruntais des chemins qui n'existaient pas, et je marchais souvent au bord des routes, donc on me prenait vraiment pour une dérangée, quoi. Pour une dérangée ou une homeless. Très souvent, une voiture s'arrêtait et me tendait $2. Voilà, avec $2, on n'achète même pas une bouteille d'eau, mais on peut acheter un coca. Oui, ça a été assez compliqué, le contact avec les États-Unis, assez compliqué. Quand il y a eu connexion, il y a eu des fulgurances absolues, des gens magnifiques, mais ça a été très rare. J'ai été extrêmement solitaire durant ces 2 marches. Plus solitaire que lors de tes marches en solitaire en France, par exemple? Ah mais carrément, et puis le Paris-Munich, rien à voir. Ah oui, bien sûr. Je ne m'attendais pas du tout à ça. J'avais imaginé une hospitalité géante dans le pays de la liberté, mais pas du tout. J'ai jamais pris un apéro, j'ai jamais été invitée à manger, j'ai jamais été invitée à dormir. Je n'ai dormi chez des gens que quand il a fallu me sauver d'une tornade. Non, vraiment, je suis tombée de haut, mais c'est comme ça qu'est l'Amérique. Les endroits où j'ai marché, c'est pas les endroits qui sont touristiques, mais c'est les grands États-Unis, c'est les États-Unis qui votent Trump, quoi. Enfin, en dehors des villes, c'est des endroits où il n'y a pas de tourisme, c'est des endroits qu'on montre très rarement au cinéma. C'est pas ce qui fait l'Amérique dans nos têtes, quoi. Mais cette Amérique-là, elle est profondément conservatrice, elle est profondément raciste, profondément misogyne, très... Enfin, pour avoir discuté avec des gens qui étaient un peu plus ouverts, le 11 septembre, il en a fait pour beaucoup. Enfin, les gens ont peur de l'autre. Donc, ouvrir sa maison, ça n'existe pas. Et ça, je ne m'y attendais pas. À l'accueil, en fait, on a décidé ensemble d'avoir cette pièce à l'accueil, et c'est une pièce qui s'appelle Alive, qui à la base est une sérigraphie que j'augmente année après année, qui a été agrandie pour en faire un papier peint. Et en fait, c'est comme une espèce de cartographie de mon corps et de mon travail, puisque depuis que j'ai commencé à travailler, je marque sur mon corps, avec le tatouage, des choses en rapport à mon travail. Donc en fait, c'est la carte de toutes mes pièces, et quand on entre dans l'expo, on est accueilli par ça, et c'est bien aussi de le regarder quand on en sort, parce qu'on repère tout, en fait, toutes les pièces qu'on a dans tous les espaces des tanneries, elles se retrouvent sur cette carte. Je les ai quelque part dans la peau. Et quelque part dans la peau aussi, il y a cette fameuse
Le No Surrender, qui est à la fois aussi une introduction et en même temps un rappel quand on ressort de cette salle-là de ne jamais se rendre.